Mais les trois présidents de région sont en phase. On est totalement d'accord avec ce que va dire Loïc. Frédéric Moncani-Saint-Aignan et Édouard Louis Dreyfus ont quelque part invité les trois présidents de manière commune pour pouvoir rencontrer les opérateurs du transmanche, mais pas que, puisque la DG AMPA était également représentée dans une formule que vous connaissez maintenant un peu, qui s'appelle les rencontres du transmanche. On doit être à la 6e ou la 7e session, mais non, c'est quelque chose de 6e, que l'on organise sur des points d'actualité. L'actualité du moment, bon, vous la connaissez tous et toutes, à savoir, notre sujet, c'est le passage de la loi cet après-midi pour la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, où nous avons milité auprès des parlementaires pour que, quelque part, elles deviennent conformes à celles du Sénat pour pouvoir être prorogées à cet automne, et puis en même temps, donc respecter le timing qui a été affiché par le Sénat en première lecture, à savoir le 1er janvier 2024, pour les décrets d'application. Donc, en fait, nous souhaitions présenter l'état de l'avancement de tous les travaux qu'il y a eu, puisque, évidemment, personnellement, avec Loïc Chengia, on se parle plus régulièrement, mais avec Hervé Morin autant, mais moi avec Xavier Bertrand, c'est normal, mais Jean-Claude le fait, ou du moins les équipes de DFDS, tout comme Gedling. Nous souhaitions donc faire l'état des lieux de quasiment 12 mois après avoir sollicité par nos rendez-vous auprès du tout nouveau ministre de la Mer, Hervé Berville, solliciter le fait que l'exécutif français devait se saisir du dossier à la lumière ou au miroir de ce qui était fait en UK, puisque le gouvernement britannique, le gouvernement de Boris Johnson à l'époque, avait quand même lancé deux actions, l'idée d'une loi et l'idée d'une charte volontaire. Ma foi, après l'appel de Saint-Malo de fin novembre, de fin octobre, quelque part, la réponse du ministre a été quasiment immédiate, puisque 4 jours après, il s'exprimait aux Assises de l'économie de la mer à Lille en parlant d'une loi. À l'époque, on ne parlait pas de PPL, on parlait d'une loi, de renforcement des contrôles, d'une loi, et aussi d'imaginer avoir un acte volontariste par le biais d'une charte qui allait donc être mis en discussion par le gouvernement français et par son ministère. Donc on arrive un peu à l'aboutissement de tout ce travail qui a été riche en discussions, que ce soit au sein du Conseil supérieur de la marine marchande, que ce soit au sein d'Armateurs de France, que ce soit au sein de nos rencontres du Transmanche, et également beaucoup de discussions, notamment au moment où 3 PPL, alors on s'y attendait pas, que ça fasse autant d'émancipation chez les parlementaires, 3 PPL de 3 groupes parlementaires différents ont été donc proposés aux travaux de l'Assemblée nationale au mois de mars dernier. Bon, les niches parlementaires, vous connaissez la mécanique parlementaire, les niches parlementaires, notamment du parti Renaissance, étaient amont des 2 autres, donc c'est celle de Renaissance et de Didier Le Gac, le député du Finistère, qui a été donc était le socle de départ. Elle a été fortement amendée à l'Assemblée nationale, elle a été également amendée au Sénat, et aujourd'hui donc elle est en 2e lecture à l'Assemblée nationale, et après un travail en commission mardi, le 12, je crois que c'était mardi dernier. Donc voilà, c'est une histoire assez courte finalement, 12 mois, donc on a voulu aussi plaider le fait que nous sommes en demande d'un texte qui soit le plus rapidement possible applicable, au moins qui sorte déjà du débat parlementaire, enfin de discussion entre les 2 chambres, le plus vite possible, au bénéfice qu'il soit applicable le plus vite possible, puisque c'était aussi quelque part le 2e message au président de région. Nous constatons, et pour aller vite, Jean-Claude pourra me compléter, nous constatons, notamment sur le métier le plus captif du transmanche, c'est-à-dire le transport de véhicules industriels, une forte érosion des nombres de véhicules transportés par les 3 opérateurs français que sont Brittany Ferries, DFDS, à Calais, à Dunkerque et à Dieppe, et aussi chez Gedling, ce qui est un petit peu la surprise peut-être, puisque quelque part c'était l'opérateur le plus dominant du marché, où depuis 1997, son ouverture, on s'imaginait qu'on ne verrait jamais les volumes baisser. Donc voilà, c'est la première fois. Et là, pour le coup, on est dans le dur, puisque mois après mois, on constate cette érosion qui est consécutive en plus à une très forte érosion du marché qui, elle, est due, non pas au dumping social, mais au Brexit, puisqu'au global, on considère aujourd'hui qu'un camion sur 4 existant en 2019 n'existe plus en 2023.
Donc on est sur un quart du marché qui a disparu. Et pour le coup, avec 3 bateaux de plus, et en plus des opérateurs qui pratiquent des tarifications possibles pour leurs entreprises et leurs commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une décote du coût du navire qui est de 30% par rapport à nous, du fait de cette décote à 60% sur le volet social. Voilà. Jean-Claude, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Force est de constater, c'est que notre message a été passé. Un an après, on est à quelques heures, je l'espère, d'un vote à l'Assemblée nationale qui sera positif pour cette loi et une mise en application pour le janvier 2024. Cette urgence à agir, elle se traduit effectivement dans les chiffres où les opérateurs dits vertueux perdent des parts de marché considérables au profit des autres opérateurs qui ont fait un choix de modèle social moins-disant. Donc on l'attend avec énormément d'impatience. Je crois que c'est voilà, c'est peut-être ce qui ressort en tout cas de notre discussion, et c'était un moment fort et important et assez symbolique d'avoir les 3 présidents de région du Trans-Manche avec nous, parlant du même voix et appréhendant nos difficultés avec une union et un soutien extrêmement important. Président, peut-être avant que tu nous quittes, parce que tu as en plus la lourde responsabilité de parler au nom des présidents. Ah, oui. Mais tu peux parler en ton nom d'abord, pardon. D'abord, en mon nom, dire que je suis ravi de voir l'évolution de l'appel de Saint-Malo, effectivement, d'octobre 22, qui a été reprise rapidement par le ministre Berville et par les parlementaires, tous bords confondus. C'est une bonne nouvelle que dans le moment politique, tous les bords politiques se soient accordés sur ce texte, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Et on attend cet après-midi avec impatience pour voir le débouché. C'est une première brique indispensable et sur laquelle les 3 présidents de région tout à l'heure ont exprimé leur satisfaction. Ce qui nous motive, c'est bien entendu et d'abord la dignité des marins. Je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, quand on regarde ce qui se passe dans le monde économique au niveau mondial, on ne peut pas accepter que nous nous retrouvions demain avec des hommes et femmes qui travaillent dans des conditions inacceptables sur les mers de l'Union européenne. C'est un vrai sujet, et j'en parlais tout à l'heure, c'est un vrai sujet pour l'Union européenne. Le deuxième point, c'est de savoir si on se résout à accepter que notre façade maritime, nos ports, ne comportent plus de marins. Que les jeunes Bretons, les jeunes Normands, les jeunes des Hauts-de-France ne s'embarquent plus dans une formation qui leur permet demain d'embarquer et d'assumer ce très beau métier dans la marine marchande, ce qui est indispensable à notre identité, parce que ça fait partie de notre identité, mais ce qui est aussi indispensable à notre souveraineté. C'est un sujet de souveraineté. Et si on ne se réveille pas, et si on laisse les choses filer, le modèle économique qui va s'imposer, et il s'imposera, sans règles par la France et par l'Europe, il s'imposera, détruira notre souveraineté. Et une fois que la souveraineté elle est détruite, on ne la reconstitue pas, ou en tout cas à un coût qui est insupportable pour tous. Donc le moment, là, est important. Ce que les parlementaires ont posé est une première brique, et nous devons ensuite agir à l'échelle européenne, parce que l'Union européenne ne doit pas être naïve. L'Union européenne ne doit pas se départir de sa capacité de décision. Quand on voit encore une fois ce qui se passe aux États-Unis et les règles qui sont posées par les États-Unis d'Amérique, quand on voit les règles que les Chinois posent, contrairement à ce que l'on pense, pour pouvoir organiser et protéger leur souveraineté, nous devons faire de même dans l'Union européenne. Donc le combat, il est d'abord sur le transmanche au regard de notre positionnement et de la place des armateurs ici présents, et puis des 3 présidents de région que nous sommes. Mais derrière, c'est un enjeu européen et c'est un enjeu autant de dignité que de souveraineté. Voilà rapidement ce que je peux dire à cet instant. Mais cette annonce d'attaque montre une fébrilité et montre qu'il y a un vrai sujet. Et donc il faut profiter des élections européennes pour que celles et ceux qui veulent assumer un mandat de député européen expriment très clairement ce qu'ils veulent comme modèle pour cette Union européenne demain, qui est encore une fois notre dernier rempart face à un monde qui est de plus en plus complexe, difficile, voire douloureux. Les États membres doivent dire à leur population comment ils voient les modèles sociaux.
C'est un vrai sujet, puisque là on est présidence espagnole, nous serons présidence belge et nous aurons ensuite d'autres présidences qui prendront la main. Et il est important que toutes ces présidences de pays qui ont des côtes puissent assumer des lignes claires. Et puis il faut que la Commission européenne assume de vouloir protéger son marché et d'assumer encore une fois des lignes qui permettent d'avoir des modèles économiques soutenables. Et je ne crois pas que dans la période 2020, 2030, 2040, l'ambition, ce soit de se dire que le moins-disant social, le moins-disant économique sera la condition pour créer du bonheur et de la richesse en Europe. Ça, c'est fini, c'est derrière nous. Et c'était pour plein de raisons quelque chose qui est à rejeter dans le passé. Aujourd'hui, si on veut offrir, encore une fois, de la prospérité à l'Europe, si on veut offrir à nos concitoyens les conditions d'une vie qui soit à la hauteur de l'ambition que l'on annonce, et qu'on soit capable de soutenir la démocratie, qui est un modèle fragile, quoi qu'on pense, il faut des règles. Voilà. Donc, la France et le Royaume-Uni, d'ailleurs, sont en première ligne sur ce combat, et il faut que l'Union européenne prenne ce sujet comme un sujet de toute l'Union. Même si j'ai bien conscience que c'est complexe. Les 3 présidents de région sont propriétaires des ports de leur région. Et donc, nous sommes tous les 3 très conscients. Et Xavier Bertrand l'a dit tout à l'heure, et donc je reprends ces mots, nous assumons la ligne politique que nous posons. C'est un sujet, je le redis, de dignité. Les sujets de distorsion de concurrence et les sujets de dumping social, c'est profondément inhumain. C'est profondément scandaleux pour les hommes et les femmes qui se retrouvent dans des situations d'emploi inacceptables, et pour celles et ceux qui restent sur le quai, ici, en France. Donc nous assumons, ou en Angleterre, nous assumons profondément notre ligne. Donc déjà, il y avait du dumping social dans le Benelux, puisque eux, ils étaient déjà sur des pavillons light. Exactement. Mais pourquoi la réaction française est aussi forte? C'est aussi un élément très fort, c'est que nous sommes le pays qui a le plus d'officiers français et de marins français sur le transmanche. Les autres pays, Benelux, etc., ont très peu. Ils n'ont pas d'armement. Ils n'ont pas d'armement. Et donc, il y a cet enjeu d'emploi et de souveraineté, comme le disait le président Chénier-Girard, qui est au centre du débat, ce que les autres n'ont pas. Donc, globalement, vous êtes confiant sur l'efficacité de la loi française? Excuse-moi, vous allez être confiant sur l'efficacité au 1er janvier 2024 de la loi française. C'est-à-dire que vos concurrents que vous accusez de dumping social vont devoir arrêter leur modèle pour accoster dans les ports français. C'est ça que vous y croyez ferme? Le jour où la France produit un décret, les décrets s'appliquent, oui, les affaires maritimes devront faire appliquer les décrets. Deuxième étape, si vous allez à l'échelle européenne, vous avez quoi en tête? Le règlement de transport du transport routier, par exemple, qui définit des temps de conduite, des temps de repos, mais où est-ce que vous voulez mettre en plus du minimum social, salarial? Qu'est-ce que vous avez en tête à l'échelle européenne? Et les présidents sont d'accord avec nous là-dessus, c'est de faire en sorte que cette task force qui s'est réunie ce matin, je vais l'appeler comme ça, je crois qu'on l'a appelé comme ça dans le Sud aussi, Jean-Philippe, continue son travail de sensibilisation. Donc, sur le territoire national, premier point. Deuxième point, évidemment à Bruxelles, auprès de la présidente de la Commission, du président de la DG ECO, de la DG Move, commissaire. Pourquoi? Parce que quelque part, nous souhaitons aussi, dans le débat qui va y avoir lieu dans les semaines prochaines, bon, vraisemblablement d'ici la fin de l'année, sur les élections européennes. La formule de Xavier Bertrand tout à l'heure, c'était de dire, c'était de dire, il faut que nous ayons la position des candidats de nos territoires aux élections européennes sur qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet, est-ce que oui ou non ça doit être un sujet de la prochaine mandature européenne. Pour nous, c'est évident que oui. Donc ça fera, on va faire en sorte aussi de continuer à sensibiliser en faisant en sorte que ce soit un sujet de la campagne électorale. Rappelez-vous, lors de la campagne électorale des législatives de l'année dernière, certains parlementaires français avaient déjà saisi dans la campagne législative le fait qu'ils proposeraient une PPL sur le sujet. Donc voilà, premier point, sensibiliser. Pourquoi? Parce qu'on est absolument convaincus que si nous n'avons pas le soutien du maximum, et je ne m'arrêterai pas à un chiffre, je ne me donnerai pas de pourcentage, il est évident qu'au niveau de la Commission européenne, nous aurons sans doute une écoute attentive, mais pas forcément constructive. Deuxième point, c'est là que quelque part on doit travailler sur quoi? Aider aussi
par le biais de notre lobbying, on l'appellera comme ça, même si c'est un mot français, aider aussi quelque part nos structures représentatives à Bruxelles, que seront la DG AMPA, la représentation permanente, sur le fait que cette loi doit s'appliquer en France, c'est une loi de police, et que les décrets soient, validés par Bruxelles. Aujourd'hui, on entend dire que ça va être porté à la Cour de justice européenne. Je ne suis pas certain que ceux qui prononcent ces mots-là iront jusque-là. On est conscient qu'à Bruxelles, c'est vraisemblablement, comme l'a dit Loïc, le plus rapide, c'est un règlement particulier pour le shipping qui accompagnerait les autres modes de transport qui sont déjà régulés, je dirais, au niveau de l'Union. Mais, pour le coup, ça devient un sujet aussi plus large, à nos yeux, et ça l'a été exprimé par le président de la République et par les 3 présidents, sur pourquoi est-ce que l'Union européenne laisse son cabotage être phagocyté par tout modèle social, alors que les États-Unis et la Chine, par exemple, ne l'acceptent pas chez eux. Autrement dit, la question doit être posée à Bruxelles, est-ce que oui ou non c'est une vision stratégique de libre-échange, et que ça, qui doit continuer en Europe, alors qu'on constate qu'après la directive de 2005 ou 2004 sur la création des pavillons second registre, comme on dit, aujourd'hui cette directive elle est complètement dévolue. Et puis la dernière formule qui est sortie donc de la négociation, me semble-t-il, entre les représentants des armateurs italiens et le pavillon premier registre, où vous connaissez les conditions en France, c'est 100% de marins européens, pour le coup, au niveau des personnels d'exécution, pour le pavillon premier registre italien, il serait, alors j'ai pas lu tout, il serait accepté par les OS, les représentants syndicaux, qu'il y ait 20% de salariés non européens. C'est une première, Donc vous voyez qu'en fait, cette directive de 2004 qui avait pour objet de protéger quelque part les pavillons européens, et aujourd'hui, voilà, au fur et à mesure, nous on veut faire le contraire. Et je pense que la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'on a un accord de la part des 3 présidents de région sur le fait que nous allons travailler de concert. DFDS et Brittany Ferries, c'est 3000 marins français, employés. Européens en général, en l'occurrence français, c'est un choix. Donc, avoir employé 3000 marins, 600 officiers, je crois, oui, c'est un engagement pour la souveraineté française, en particulier européenne en général. Et je pense que c'est ça qu'il faut défendre. L'Irlande. Oui, français. Ça pourrait être européen en ce sens-là. En l'occurrence, c'est français. On est un cran au-dessus. L'Irlande est effectivement. Jean-Yves, vous le disiez, l'Irlande est effectivement dans l'Europe, en l'occurrence à Richelieu, il n'y a pas un Européen à bord de leur bateau. Donc après, chacun fait ses choix, mais nous, le choix que nous défendons, armateurs de France, les armateurs et les présidents de région, c'est la souveraineté européenne et française en l'occurrence, défendre ses emplois, ses qualifications. Le Fonctionnaire du maritime parmi les décisions, demander le doublement des effectifs de l'École nationale supérieure de maritime d'ici 2027. Il faut maintenir les débouchés pour ces marins et leur assurer des conditions de travail dignes et profitables. C'est une condition sociale, c'est une condition sécuritaire. C'est travailler comme le font les marins à bord des navires P&O et Irish Ferries, autant avec aussi peu de temps de repos dans une route maritime qui est parmi les plus empruntées, donc les plus dangereuses au monde, c'est une grande part d'inconscience.